c'est pas du fake en fait, quoi. C'est pas du marketing, la culture d'entreprise. C'est pas moi qui porte la parole de l'autre, mais c'est que je l'aide à porter lui-même cette parole. En fait, les enfants, ils ont besoin d'amour, beaucoup plus, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros moment de solitude ? Ah oui, plein de fois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Christophe de Bec-de-Lièvre, qui est CEO de Le Hibou, qui a aussi créé 3 autres sociétés, si je me trompe pas. C'est ça, enfin 4 pour être exact. 4, pardon, j'ai mal affiné mes recherches. Donc Le Hibou, qui est une plateforme de mise en relation de freelance avec des grands groupes, je me trompe pas ? Exactement. Parfait. Déjà, est-ce qu'il y a autre chose peut-être que tu voudrais rajouter sur cette présentation ? Sur ma présentation ? Ouais. Écoute, en dehors du boulot, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc je dirais que je suis avant tout père de famille, en plus d'être entrepreneur depuis longtemps. Très bien, parfait. C'est vrai que je parle jamais trop de la vie privée puisque certains veulent en parler, d'autres non. Donc libre aux invités de le faire ou pas. Mais en plus, je suis allé chez toi, effectivement, j'ai même rencontré ta fille qui rentrait d'un cours de tennis, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc chez Le Hibou, t'as des grandes équipes. Vous êtes combien de salariés, rappelle-moi ? On est 80. 80, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, dans ce cadre-là, je sais que tu apportes beaucoup d'importance à la question de la prise de parole dans la société, que ça soit la prise de parole de toi en tant que dirigeant, mais aussi celle de tes directeurs, celle de tes salariés, celle de toutes tes équipes. Et donc déjà, j'ai une première question. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence dans la parole du dirigeant et dans celle d'un salarié, d'un directeur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la différencie ? Alors, oui et non, dans le sens où la qualité de la parole, elle tient intrinsèquement en fait à l'individu qui la porte, quoi. Donc d'une certaine manière, quelqu'un qui serait pas dirigeant et qui serait très puissant en fait aurait une parole puissante. Ceci étant dit, je pense que la parole du dirigeant en fait est quand même impactante de par la fonction en fait qu'occupe le dirigeant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer à la fois en interne et à la fois en externe avec des clients ou avec des partenaires. Alors en interne, je pense que le dirigeant reste quand même la figure emblématique de la société parce que c'est le fondateur, parce que c'est lui qui a porté à un moment donné une vision, parce que c'est lui qui à un moment donné a pris des risques. Et finalement, c'est un peu la même chose chez des clients. Quand on participe à des soutenances avec des grands groupes du CAC 40, je pense que les directions des achats sont sensibles au fait que je sois présent. Parce que forcément, symboliquement, ça représente quelque chose, même si ça reste à l'échelle de la société Le Hibou, bien sûr. Et justement, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois plus chez des personnes du CAC 40 ou à tous les niveaux ? Parce que, alors, j'ai quand même regardé un petit peu tes précédentes sociétés aussi. J'ai l'impression que certaines s'adressaient au CAC 40, enfin là aussi à des grands groupes, d'autres peut-être un peu moins. Est-ce que tu l'as ressenti aussi dans les précédentes sociétés, cette place du dirigeant ? Oui, je pense que c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est pas une question d'âge. Tu sais, quand t'es entrepreneur et que t'es jeune, ce qui m'est arrivé du coup, à peine trentenaire, à être dirigeant d'entreprise. Au départ, j'avais un peu une question de légitimité à être chef d'entreprise aussi jeune. Et finalement, tu te rends compte que le statut de dirigeant reste important même chez quelqu'un qui est jeune, parce qu'il incarne, comme je disais, l'audace et tout un tas de choses qui sont parfois complètement idéalisées d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Je crois que ce qui fait la différence, c'est pas la taille de l'entreprise, CAC 40, PME, TPE. C'est plutôt la taille de l'entreprise que tu représentes. Tu vois, et ce que je sens aujourd'hui, c'est que Le Hibou est la plus grosse société que j'ai montée, tu vois, on va dépasser 80 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, on commence à partir à l'international, on est rentré dans la French Tech 120, tu vois, ça fait partie des 120 startups poussées par le gouvernement. Et donc tout ça, ça te crée un peu une aura, une assise qui fait que forcément, je pense que ton interlocuteur est plus sensible au fait que tu sois le dirigeant d'une entreprise qui est plus la petite PME de quartier. Donc c'est plutôt la taille en fait, je pense, ou la notoriété de l'entreprise qui fait ça. Donc finalement, alors il y a un concept, on en a parlé dans le précédent podcast avec Valentine Soda. Dans la rhétorique, il y a 3 piliers de la persuasion qui sont logos, pathos et ethos.
Et l'éthos, c'est la personnalité de l'orateur. En gros, le même message, selon la personne qui va le porter, va avoir une valeur différente et va plus ou moins convaincre. Parce qu'on attache quelque chose à cette personne. Et donc, pour toi, en fait, il y a une part de l'éthos qui vient du poste de dirigeant et une autre qui viendrait de la taille de la société. C'est bien ça ? Oui, enfin, en fait, si ce que je veux dire, c'est que très basiquement, si tu rencontres, je sais pas, le maire d'un petit village de province qui compte 500 habitants, c'est pas pareil que si tu rencontres Anne Hidalgo qui est maire de Paris ou Emmanuel Macron qui est président de la République, tu vois. Bah, finalement, c'est un peu la même chose. Donc ça présage en rien de la qualité de la parole, mais quand même le statut de la personne, je pense, apporte un crédit en tout cas à la parole. Et alors justement, dans ta société, je sais que je l'ai dit au début, hein, tu portes vraiment attention au fait que tes collaborateurs sachent s'exprimer, apprennent à bien s'exprimer. Est-ce que c'est parce que tu as envie de déléguer cette parole externe ou est-ce que c'est dans des objectifs de communication interne ? Alors, tu parles sur de la prise de parole en interne ou à l'extérieur de l'entreprise ? Mais justement, est-ce que l'objectif de former tes collaborateurs à la prise de parole, c'est qu'ils puissent par exemple représenter la société dans des médias ou auprès des clients, ou est-ce que c'est pour qu'il y ait des meilleures prises de parole en interne ? Alors, c'est vraiment pour les deux. C'est vraiment pour les deux. Je pense que la prise de parole est vraiment quelque chose qui joue beaucoup dans l'image inconsciente d'ailleurs que les gens vont se faire d'un individu. Et donc, il est plus facile en fait d'avoir une bonne image quand on maîtrise la prise de parole en public. Et finalement, dans un groupe, dès qu'on est 5-10 personnes, même à l'échelle de notre codir par exemple où on est 10, la prise de parole est un exercice. Et devant 100 personnes, c'est pareil. Donc je pense que, pour moi, c'est important que les managers chez le Hibou se sentent à l'aise dans la prise de parole et un minimum d'aisance en fait, parce que non seulement ils vont avoir une meilleure écoute, non seulement ils vont avoir une capacité à convaincre supérieure, mais en plus de ça, ils seront mieux considérés en fait par les collaborateurs. Donc pour moi, c'est vachement important en interne et en externe, c'est exactement la même chose. Dès qu'on prend la parole, on devient la vitrine de l'entreprise. Donc si elle est dégradée, potentiellement en fait, on donne une mauvaise image. Donc c'est exactement la même chose en fait, c'est pour les deux. Et ça me fait penser à autre chose, il y a certaines entreprises où il y a vraiment deux têtes. Alors c'est assez rare, mais on a vraiment deux personnes qui incarnent complètement l'entreprise. Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, il y a un risque aussi de réduire la portée de l'entreprise ? Dans le sens où cet ethos, cette incarnation de l'entreprise pourrait se diviser ? Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Je pense que c'est un peu comme l'amour qui finalement qui se divise pas. Quand on a un enfant, on se dit si j'en ai un deuxième, je pourrais pas lui donner autant d'amour. Et puis en fait, on se rend compte que si. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que deux dirigeants, en fait, d'une part, sont pas forcément en compétition, d'autre part, ont pas forcément le même style, et troisièmement, ont souvent pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes périmètres. Donc, je pense pas que ce soit le cas. Tout dépend de l'entente entre les deux dirigeants. Si l'entente est bonne, finalement, il n'y a pas tellement d'ego là-dedans. Et je pense que ça peut être bien en fait justement d'avoir deux personnes quoi. Justement en fait tu parlais des enfants, c'est exactement ça. Ça peut marcher si les deux disent la même chose. Ouais. Enfin, en gros s'il y a un accord sur ce qu'on dit. Dans l'éducation. Exactement. Ouais, c'est pareil. Ouais, exactement. C'est le même parallèle. Ça marche. Ensuite j'ai une autre question qui va être plus pour il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui suivent le podcast. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner sur la prise de parole du dirigeant ? Peut-être d'abord par rapport aux médias. On avait notamment travaillé dessus ensemble. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui est primordial pour toi dans la parole média du dirigeant ? Alors, les médias, c'est vraiment un exercice particulier. Je l'ai appris à mes dépens au début parce que en fait, c'est un exercice très particulier dans le sens où en général, ça va très vite. Une interview, ça dure 3 minutes, 7 minutes, rarement plus. Et la deuxième chose, en fait, c'est que le journaliste qui te pose des questions t'emmène sur un terrain que t'as pas forcément imaginé. Donc je pense que parler dans les médias, ça nécessite vraiment une grande préparation. Moi, je suis personnellement assez adepte de l'impro. J'adore l'impro, c'est ce qui me met le plus à l'aise, le plus en confiance. Sauf quand évidemment je vais faire une présentation de 2 heures, je la travaille bien sûr. Oui. Le kick-off annuel, c'est quelque chose qui est évidemment travaillé. Mais sinon, j'avoue que
C'est ça que j'aime aussi dans les rendez-vous chez les clients, c'est que j'aime les questions non préparées et je trouve que ça fait appel à une gymnastique intellectuelle qui est assez stimulante. Et pour autant, avec les médias, je pense qu'il faut vraiment travailler en amont, c'est-à-dire être capable de répondre à la question d'un journaliste, mais en même temps de placer le message qu'on voulait passer. Oui. C'est-à-dire de reprendre un peu la main en fait sur le message. Et ça va tellement vite que à chaque question, on a envie de faire une réponse longue, mais du coup, au bout de 15 secondes ou 30 secondes, on est coupé par le journaliste. Donc ça se travaille, il faut savoir une question, réponse maximum 20 ou 30 secondes, parce que sinon, ça suscite un agacement chez le journaliste où il a d'autres questions à poser. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment très particulier. Il faut bien avoir le fil directeur, de se dire j'ai 2 ou 3 messages à passer pendant cette interview. À quel moment est-ce que je me débrouille pour les passer ? Et puis après, ça reste un exercice difficile, faut être souriant, etc. Donc je pense que c'est vraiment un exercice qui se prépare. Et la deuxième chose, c'est il faut faire attention à l'écueil d'avoir le journaliste qui pose une question et puis on passe une information qui est maladroite, qui n'était pas le message qu'on voulait passer. Donc il faut aussi faire attention à pas se faire emmener en fait dans un mauvais chemin par inadvertance. Alors justement, tu disais que tu l'avais appris à tes dépenses et que t'as eu une mésaventure sur un média. J'ai pas eu de grosses mésaventures, mais il me souvient d'avoir fait les premières interviews chez BFM TV où je voulais rentrer dans une explication et en fait au bout de 15 secondes j'étais coupé par le journaliste. Ouais. Et du coup en fait tu t'arrives pas du tout à passer le message que tu voulais et c'est frustrant parce que tu donnes le début du germe d'une réponse. Ouais. Donc finalement ça a pas beaucoup de sens. Donc je l'ai appris à mes dépens dans ce sens-là où finalement je me suis dit qu'il fallait travailler un peu techniquement cet exercice spécifique quoi. Ouais. Mais ça je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que le problème du journaliste c'est qu'il a un temps court et qu'il veut poser plusieurs questions. Donc effectivement, il va falloir réussir à identifier comme tu le disais 2-3 messages maximum à faire passer pendant l'interview et surtout les faire passer de façon brève dans les réponses qu'on va donner parce qu'il va y avoir d'autres questions. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire un développement, de montrer qu'on part de A pour aller à B, puis à C, puis à D. Il faut aller directement de A à Z. Ouais, exactement. Sinon, c'est vrai que ça devient vite compliqué. Ouais. Sur un autre exercice, par exemple le pitch, je sais pas si tu as dû pitcher à proprement parler au début. Est-ce que tu es passé par des levées de fonds d'ailleurs ? J'avoue que je sais pas du tout ça. Oui, on a fait une levée de fonds il y a 1 an et demi, en avril 2022, auprès d'un fonds qui s'appelle Ring Capital. Ok. Mais en revanche, alors pitcher la boîte chez des clients, pitcher le hibou, ça c'est vraiment monnaie courante. J'ai aussi beaucoup pitché le hibou là depuis 1 an dans le cadre de concours auxquels on s'est présenté et qu'on a quasiment tous gagné en fait. Ouais. Donc là, tu te retrouves devant un jury avec par exemple des directeurs des achats de grands groupes. Il y en a un qui est organisé par République Achat. Donc tu te retrouves avec une dizaine de directeurs des achats et tu as 7 minutes pour pitcher ta société et essayer de leur faire briller un peu les yeux. Donc exercice difficile et je l'ai fait pas mal de fois et je trouve ça assez sympa en fait, le format très court où tu vas à l'essentiel, t'expliques rapidement ta valeur ajoutée sur ton marché, comment tu te positionnes par rapport à tes concurrents. Je trouve que c'est un super bon exercice. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux équipes chez le hibou de pitcher la société en quelques minutes et plus uniquement en valeur absolue en disant voilà ce qu'on fait chez le hibou, mais beaucoup plus en se repositionnant sur c'est quoi notre proposition de valeur et c'est quoi notre différence avec nos compétiteurs. Okay. Parce que c'est ça en fait que les clients attendent. Et cet exercice-là que tu as fait avec tes collaborateurs, tu l'as fait en interne ou c'était quelque chose, tu leur as demandé d'aller présenter le hibou à l'extérieur justement sur un concours ou sur d'autres types d'exercices ? Non, c'est quelque chose que j'ai fait en interne, que j'ai partagé avec eux. C'est vrai que les pitchs qu'on a fait dans le cadre de concours, c'est presque toujours moi qui les ai faits. En revanche, il y a de plus en plus de membres du CODIR qui prennent la parole dans les RH. Par exemple, Audrey Dufresne, notre DRH, le fait de plus en plus. Donc je trouve ça bien aussi que la parole en fait soit portée par d'autres membres de la direction de la société. Et ça, donc là sur ces types de pitch, donc là tu l'as fait surtout en interne. Ouais. Et par exemple, donc Audrey que je connais un peu, est-ce que tu l'as fait passer sur d'autres, t'essayes de la faire passer sur d'autres médias, peut-être plus des médias spécialisés RH ou sur d'autres, enfin sur tes autres directeurs, de les emmener vers des
médias de branche entre guillemets pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs problématiques et incarner le hibou sur ces sujets-là? Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. C'est vraiment l'objectif. On participe aussi, on fait partie d'associations type Croissance Plus, France Digital, qui permettent en fait justement aux managers de parler avec leurs pairs de problématiques qu'ils vivent au quotidien. Donc soit pour partager, échanger, se nourrir, soit pour prendre la parole sur un sujet qu'on connaît bien. Je vais changer un peu de sujet. Ouais. Tu organises régulièrement les déjeuners guest stars chez le hibou. C'est un truc que je trouve génial. Alors je vais te laisser le présenter, tu le présenteras mieux que moi je pense. Mais j'ai remarqué ça sur LinkedIn, je trouve ça super intéressant. Donc je te laisse le présenter et ensuite je te poserai 2-3 questions dessus. Ok. Très succinctement, le déjeuner guest star, c'est en fait un intervenant externe qui généralement est quelqu'un qui a eu une vie soit extraordinaire, soit qui a accompli quelque chose dans sa carrière professionnelle qui sort de l'ordinaire. Et en gros, je l'invite un jour en semaine à partager à l'heure du déjeuner son expérience devant tous les collaborateurs chez le hibou. Donc, l'objectif en tant que tel, c'est surtout essayer de permettre à tous les collaborateurs de se nourrir intellectuellement d'une rencontre qui est sympa, de réaliser aussi que en fait tout le monde peut réussir et que chacun dans son domaine en fait est capable de réaliser des choses. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer de rompre un peu avec le quotidien et d'avoir cette petite parenthèse un peu enchantée une fois par mois dans les bureaux. Trop bien. Et tu as quelques exemples de personnes que tu as reçues comme ça? Ouais, on a reçu par exemple Augustin Paluel-Marmont qui est le fondateur de Michel et Augustin. Ouais. On a reçu Nicolas Duep, qui est quelqu'un qui a une vie assez incroyable parce qu'il a développé une entreprise, il l'a cotée en bourse, puis après il a eu un gros pépin de santé où il s'est retrouvé en situation, son cœur s'est arrêté de battre pendant 54 minutes. Donc il raconte toute son histoire, etc. Et c'était super émouvant. Ouais. Voilà, Antoine Lemarchand, Nature et Découverte. Donc à chaque fois des gens qui ont une expérience à raconter, et ça peut être aussi dans d'autres domaines, des sportifs par exemple, donc c'est assez sympa. Et ça, tu sens que ça crée une impulsion dans l'entreprise? Ouais, je pense que c'est un petit plus, tu vois, ça change pas tout. En quoi est-ce que ça contribue à la réussite de la société de hibou? Je pense pas que ce soit dingue, mais en fait, je dirais que ça rentre dans la culture d'entreprise. Ouais. Tu vois, la culture d'entreprise, c'est un truc qui est super important pour moi. C'est un peu la colonne vertébrale de la boîte, en fait. C'est sur quelles valeurs est-ce qu'on décide d'asseoir notre croissance et en quoi ces valeurs nous aident à prendre des décisions dans des moments plus ou moins heureux, tu vois, dans les problèmes de management, etc. Je trouve que c'est intéressant, en fait, d'avoir un peu ce fil directeur. Il y a aussi plein de rituels, tu vois, on fait des brunchs digitaux une fois par mois avec ceux qui sont basés à l'île Maurice, maintenant en Belgique, etc. Où on va parler d'un sujet complètement exotique puisque c'est une personne qui prend un sujet de son choix. Okay. Et là, c'est la même chose en fait, c'est l'occasion, tu vois, de créer ce petit rituel où on fait venir des externes et on redonne un peu d'inspiration en fait, tout simplement aux personnes qui sont présentes. Ok. Alors c'est vrai que la culture d'entreprise, j'ai remarqué, est très très forte chez le hibou. Ouais. Je le vois quand je suis allé dans les bureaux, je le vois aussi sur LinkedIn, tous les posts qui sont faits. Je trouve qu'à chaque fois, je vois plein de trucs, c'est tout bête, mais des goûters, des soirées, des apéros, effectivement les brunchs digitaux, les guest stars, les trucs comme ça. Je vois énormément de choses passer chez le hibou. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà fait dans tes précédentes sociétés, ou c'est quelque chose que tu as vraiment voulu appuyer chez le hibou? C'est complètement nouveau. Ok. Et c'est là où tu vois qu'en fait, l'expérience, ça sert justement à essayer de se renouveler, etc. Moi, je suis toujours très ouvert à essayer de comprendre ce que les nouvelles générations peuvent apporter. J'essaie de pas être le vieux con qui dit c'était mieux avant ou c'est comme ça qu'on doit bosser parce que ça fait 20 ans que je bosse comme ça. Ouais. Et je trouve que les jeunes sont chouettes pour ça, tu vois. Ils t'apportent des trucs qui te rentrent un peu dedans. Et c'est vraiment le cas chez le hibou. Ils sont hyper contributifs de la culture d'entreprise. Et voilà. Et en fait, tu vois, ce que j'ai appris dans mon expérience par rapport à mes premières boîtes, parce que donc le hibou, c'est la 5e, ouais. C'est que
Je pense qu'au début, on vivait pas mal en vase clos, tu vois, un peu dans notre écosystème fermé. Et en fait, aujourd'hui, j'essaie d'aller chercher de l'inspiration à l'extérieur en rencontrant beaucoup de gens, des gens qui ont dirigé des boîtes plus grosses, des gens qui ont scalé des boîtes, des coachs, etc., etc. Et je me dis que c'est en se nourrissant de ça, en fait, qu'on fait progresser l'organisation, parce que soi-même, on prend de la hauteur. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai envie d'essayer d'apporter aux gens qui travaillent chez Le Hibou. Ouais. Et ça, je pense que vraiment, ça se ressent parce que globalement, y a une bonne ambiance, il y a très peu de turnover. Enfin, tu vois, tout ça, c'est pas du fake en fait, quoi. C'est pas du marketing, la culture d'entreprise. C'est pour ça que je parlais de colonne vertébrale. C'est que finalement, c'est devenu un peu la fondation de la boîte. Et ça, c'est vraiment cool, quoi, de se dire que grâce à ça, en fait, on évolue dans un système où les gens se sentent bien. On le voit, tu sais, dans les questionnaires qu'on fait là, à Happy at Work, où on est arrivé 9e sur 500 startups cette année. Sur la satisfaction des collaborateurs, c'est des questionnaires anonymes. Et en fait, je pense que ça, tu vois, c'est la résultante de tout ça, de tous ces petits trucs qu'on fait, ces petits plus. La boîte, elle est aussi super festive. J'ai un DG, un DGA, les deux Benjamins qui sont pas les derniers quand il s'agit d'ouvrir une bouteille de gin. J'ai remarqué aussi. Donc du coup voilà, il y a tout un collectif Barnabé, etc. Qui emmène les gens aussi dans une ambiance assez festive, tout en étant hyper pro le lendemain des fêtes. Donc voilà, c'est tout ça en fait, ça contribue juste à créer une culture forte, comme tu le disais. Et indirectement au bien-être au travail, quoi. Ouais, et puis je pense que ça participe, comme tu le disais aussi, à la montée de Le Hibou. Et je le vois honnêtement, je travaille dans pas mal de boîtes, donc je vois beaucoup de bureaux, je passe dans beaucoup de sociétés de toute taille. Et j'avoue que j'adore quand à chaque fois que dès que je suis allé chez Le Hibou, je ressens ça. Je trouve qu'il y a vraiment un truc très fort chez Le Hibou. Alors parfois j'arrive, il y a pas grand monde dans les bureaux parce que il y avait une soirée la veille et que ce jour-là, il y a pas mal de monde en télétravail. Je sais que ça bosse quand même derrière, mais c'est vrai que c'est plus agréable de bosser chez soi le lendemain de fête. Mais au-delà de ça, je sens qu'il y a quand même plein de choses qui participent à ça. C'est pour ça que je te parlais des guest stars, de tout ça. Je trouve que ça fait vraiment pour moi partie de l'identité de Le Hibou, d'avoir ce bien-être au travail qui est pas un truc fake, parce que je le vois beaucoup dans beaucoup de startups où on dit on a une vraie culture du feedback, du truc, etc. Regardez, on a mis un baby-foot. Et déjà, il n'y a pas de baby-foot chez Le Hibou. Il y a un petit truc pour adapter une table de travail en ping-pong. Mais justement, je pense que l'investissement que tu fais sur une vraie culture d'entreprise, qui est pas juste un baby-foot, il se ressent sur tout ça. Je suis hyper d'accord avec toi. Et tu vois, le côté start-up, bip, comme tu dis, baby-foot et flipper. Personnellement, j'en ai absolument rien à foutre. Et je sais que ça contribue en rien à créer une bonne atmosphère et à asseoir des valeurs solides dans la boîte. Tout ça, c'est du bullshit. Et d'ailleurs, ça me fait marrer. Parfois, on a des candidats, je leur dis, mais pourquoi vous voulez travailler chez Le Hibou ? Parce que vous êtes une start-up. C'est quoi une start-up ? Deuxième question. Et en général, ils nous disent, il y a une bonne ambiance, il y a un baby-foot, machin. Et je leur dis, non, start-up, c'est pas ça. Une start-up, c'est une boîte innovante qui scale son modèle. C'est-à-dire que la croissance du revenu est supérieure à celle du chiffre parce qu'elle a réussi à scaler son modèle, quoi. C'est ça, une start-up, en réalité. Donc, c'est la notion d'hypercroissance et de scalabilité. Quand on n'est plus en hypercroissance, je pense qu'on devient une ETI, mais on est plus une start-up. Et tu vois, c'est juste pour donner un exemple du fait que pour moi, c'est plus important de travailler la culture d'entreprise que ce côté start-up qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la minute rapidité. Donc la minute rapidité, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vais te poser une série de questions pendant 1 minute. Ton objectif, c'est de répondre à un maximum de questions en mettant le moins de bullshit et de mythos. C'est des questions qui portent sur tout, pas seulement sur la prise de parole. Donc, je vais mettre mon chrono. Est-ce que tu es prêt ? Yes, I am. Très bien. Ton orateur préféré ? Jean-Paul Belmondo. Très bien. Le livre que tu as le plus lu ? L'étranger. Albert Camus. L'entrepreneur qui t'a le plus inspiré ? Charles Bronson. L'étape la plus importante de ta vie ? Avoir des enfants.
Le pire conseil qu'on t'ait donné. T'es un malade de vouloir monter une boîte, t'as un super job, c'est une folie. Ok. La matière que tu préférais au lycée. Le français. La personne avec laquelle tu rêverais dîner. Christine Lagarde. Le pire discours de ta vie ou la pire prise de parole de ta vie. Alumni, HEC, la première année de l'OIBU. Tu m'as dit alumni, HEC, la première année de l'OIBU. Ouais. C'était quoi exactement cette prise de parole? J'étais devant 300 personnes et on avait gagné un concours à HEC Mercure. Et je devais présenter le hibou, c'était le début, etc. Je passais après Emmanuel Eschin et le président de la chambre de commerce. Et j'étais hyper stressé. Et c'était vraiment embryonnaire l'activité de le hibou. Donc voilà, ça reste un souvenir, c'était pas évident. Ça marche. Mais je me souviens que tu me l'avais montré, on l'avait analysé ensemble, je crois. Bah oui, peut-être, ouais. Ça me parle. Et oui, exactement, je te l'avais montré. Je bougeais sur la scène, etc. Ouais, tu bougeais beaucoup. Ouais. Après, le fond était bien. Et justement, est-ce que toi, sur une prise de parole, tu te prépares plus sur le fond ou sur la forme? Déjà, est-ce que tu portes attention aux deux? Ouais, bien sûr. Ok. Bah, je pense, pas mal progressé sur le sujet, notamment avec le travail qu'on avait fait ensemble. Mais ouais, je travaille sur les deux, je travaille sur le fond. Le fond, en fait, c'est ce qui me donne la confiance. Et la forme, c'est un truc que je ressens assez naturellement. Mais malgré tout, tu m'avais donné plein de tips que j'ai trouvé intéressants sur la gestuelle, sur tout un tas de trucs. Ouais. Et quand tu les as pas, c'est pas inné en fait. Donc je travaille les deux clairement, ouais. Ok. Et puis je pense que, tu vois, pour revenir à la culture d'entreprise, etc. tout à l'heure, un des points clés, c'est la transparence ou la parole directe. Et moi, ça c'est un truc que j'aime bien. Je parle avec mes collaborateurs comme je parle avec toi ou avec mes potes. Je fais aucune différence. Parce que je considère que en fait le meilleur moyen de faire passer un message, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. Donc y a rien qui change en réalité, quoi. Et ça, tu le ressens pas, par exemple, même dans les médias, tu parles de la même façon? Non, dans les médias c'est différent. Dans les médias, t'as quand même le petit stress de la télé, etc. Et tu fais un peu plus attention à la tournure des phrases. Mais sinon, pour le reste, honnêtement, je fais pas de différence. Je pense que être soi-même, c'est globalement le meilleur moyen, en fait, d'être dans le vrai, quoi, d'être aligné. Donc, je m'efforce vraiment de faire ça. Ok, très bien. Vois, c'était pas le cas quand j'ai créé ma première boîte, où je me disais qu'il faut un peu une carapace, etc. Tu vois. Aujourd'hui, j'en ai absolument rien à foutre. Je me présente comme tel, et le discours va être exactement le même. Je vais pas changer le formalisme, le verbe reste exactement le même, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de mettre une carapace. C'est quoi? C'est en fait tu jouais un rôle ou tu te crois obligé de jouer un rôle, ouais. Tu vois. Tu penses que tu ne peux pas tout dire. Alors certes, tu peux pas tout dire, évidemment, mais globalement, en fait, tu peux quasiment tout dire dès lors que c'est bien expliqué, dès lors que c'est bien argumenté. Ouais. Et dans le fond, voilà, j'essaie d'être dans la parole vraie, en fait, si je dois résumer le truc. Top. Et en fait, c'est ça qui me met en confiance. Tu vois, c'est que quand je démarre un discours, un pitch, je réfléchis en me disant quel est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Je vais me concentrer là-dessus. Et la forme, elle suit. Le truc se fait naturellement. C'est marrant parce que tu me dis que le livre que tu as le plus lu, c'est L'étranger, c'est ça, hein, ouais. d'Albert Camus. Et je trouve qu'il y a justement c'est exactement ça, le type d'écriture de Camus dans ce livre. C'est quelqu'un qui parle comme il pense, qui ne cache rien, qui n'essaie pas de jouer un rôle, qui n'essaie surtout pas de jouer le rôle qu'on attend de lui. Ouais. Et qui parle d'une façon qu'on n'attend pas, mais qui est lui-même. Est-ce que tu penses que c'est peut-être dû à ça aussi? C'est peut-être un livre qui t'a inspiré dans ce sens-là? J'en sais rien, écoute, c'est hyper marrant que tu fasses le parallèle parce que c'est complètement inconscient, mais peut-être, ouais, c'est pas impossible. Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Ton orateur préféré, tu m'as dit? Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Ouais. J'adore Jean-Paul Belmondo aussi. Ouais. Tu pensais à lui, t'es dans un rôle particulier ou de façon générale ou même en dehors des caméras? Non, c'est toute sa carrière, tu vois. J'aime son panache.
J'aime sa joie de vivre, son audace, son côté un peu foufou. Ouais. J'ai adoré ses films. C'est vraiment un type qui, je pense, était aussi extraordinaire dans la vie qu'à l'écran. Ouais. Ouais. Voilà, tu vois, et ça fait partie des orateurs que j'aimais bien, enfin des comédiens que j'aimais beaucoup, quoi. Mais en plus, je trouve qu'il y a un truc particulier chez lui dans le parler. Ouais. Il avait une façon de s'exprimer qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui, je trouve. Alors, en plus, parce que souvent, il parlait avec les mots de Audiard ou de très grands dialoguistes. Et je trouve qu'il y a un acteur actuel, enfin un comédien, qui reprend un peu ça. Je sais pas si tu vois qui c'est, Chicandier. Ah bah oui, bien sûr. Et tu trouves aussi qu'il y a un peu de ce truc-là. Ouais, je pense que il y avait plus de confiance en soi, plus d'assises chez Jean-Paul Belmondo, tu vois. Il y avait, oui. En fait, il y avait un truc plus naturel, quoi. Il avait vraiment ça en lui, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je trouve que c'est cette façon de dire les choses avec une forme d'argot. Ouais. Où on connaît pas forcément le mot, mais là on comprend la connotation du mot. Ouais. Tu vois, je me mets à faire des gestes comme Belmondo. Ouais. non, mais c'est sûr. Moi, après, tu vois, ça me parle, mais je pense que il n'y a pas un type d'orateur. Tu peux avoir plein d'orateurs différents qui sont tous puissants à leur manière. Tu peux avoir des gens qui sont un peu taiseux, mais la façon dont ils vont finalement prendre la parole va être extrêmement puissant, extrêmement percutant, quoi. Ouais. Donc après, je pense que c'est tous par rapport à nos personnalités. Moi, j'aime bien celle de Jean-Paul Belmondo, quoi. Après, sur l'entrepreneur qui t'a le plus inspiré, tu me disais donc Charles Bronson. Ouais. Est-ce que là aussi, j'ai essayé de faire un parallèle avec ton parcours. C'est que donc lui aussi, il a créé des boîtes dans un nombre de domaines absolument incroyables. Il a créé des vodkas, il a créé des trucs de voyage, il a créé Virgin, des radios, des trucs, des machins dans tous les sens. Ouais. Toi aussi, il me semble que tes 5 sociétés étaient dans des domaines tous différents. Ouais, mais c'est quand même moins éclaté. Ouais. T'avais comme un dénominateur commun qui était le monde de la tech ou des nouvelles technologies, on va dire. Tu peux me rappeler ce que c'était les précédentes ? Il y a eu 2 boîtes de consulting dans la business intelligence, qu'on appelle maintenant, tu vois, la data. Un job board, un site d'emploi. Une plateforme dans l'immobilier. Et puis le Hibou, plateforme de freelance. Oui, donc effectivement, on reste quand même plus dans le monde de l'entreprise. Mais quand même, c'est un peu différent. Et de l'innovation technologique, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que j'aime chez Bronson, je pense, c'est... bon, déjà, j'ai lu son bouquin que je trouve assez sympa sur le début de son histoire. Et finalement, il arrive dans les années... côté 68 art, tu vois, dans le monde de la musique. Ils sont hyper culottés, ils font venir des rockstars, mais des vrais rockstars, quoi. Les Beatles, etc. Dans une maison qu'ils ont louée. Et tout démarre d'un truc, tu vois, qui est déjà très fun. Et ce que j'aime chez lui, c'est le niveau de confiance en soi qu'il peut avoir dans toutes les aventures. Oui. Tu sens que l'échec pour lui, jamais un truc qui lui fait peur. Oui. Et enfin, un autre truc que je trouve super intéressant, qui m'est cher, c'est qu'il fait pas tellement ça pour l'argent. Finalement, il fait ça pour l'aventure humaine. Mais tu sens que le pognon, il s'en fout un peu en réalité. Oui. Et moi, je me reconnais un peu là-dedans. C'est un sujet dont on pourrait parler longtemps, mais je trouve que c'est sympa d'avoir une vie facile et agréable. Mais en soi, je pense pas que avoir beaucoup d'argent soit forcément associé au bonheur, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien chez Bronson, c'est que tu sens qu'il est prêt à faire capot, à remettre toute sa fortune, tu vois, juste pour refaire un coup parce que ça le fait marrer, quoi. Est-ce qu'il a fait plusieurs fois d'ailleurs, parce que alors je suis pas du tout spécialiste de son histoire, mais il me semble qu'il y a plusieurs fois où il voulait absolument développer une boîte, ça marchait pas forcément. Et il préférait mettre tout ce qu'il gagnait d'une boîte qui marchait sur une boîte qui marchait pas, pour essayer quand même de la faire marcher, quitte à perdre, enfin à tout mettre en jeu et à perdre les 2 boîtes in fine. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Je trouve ça assez épatant, ouais. Ouais, le mec est vraiment archi culotté, quoi. Ouais. Il a peur de rien. Ouais. Ensuite, tu m'as parlé, donc l'étape la plus importante de ta vie. Tu m'as dit donc la naissance, enfin de devenir papa. Ouais.
T'es devenu papa quand t'avais déjà lancé tes sociétés ou c'était avant de devenir entrepreneur? Écoute, bonne question. J'avais déjà 2 enfants. Quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais 29 ans, tu vois, donc j'ai eu des enfants super jeunes. J'en avais déjà 2 et le 3e était quasiment en route, tu vois. Ok. Donc, Et ça, est-ce que justement ça a joué dans ton choix de partir vers l'entrepreneuriat? Est-ce que justement, parce que moi j'ai pas encore d'enfants, ouais, mais j'avoue que de temps en temps, je me dis, l'entrepreneuriat, ça reste une vie de risque. ouais, Et donc, la question, parfois je me demande, alors je fais très vite le choix de rester dans l'entrepreneuriat parce que j'y suis très bien, ouais, mais je me dis que malgré tout, c'est aussi une prise de risque ouais. pour les enfants. Et donc, est-ce que toi, c'est une question qui t'a travaillé ou pas du tout? Parce que Non, t'étais pas du sûr tout. de ce que tu faisais. Non, vraiment, Ok. mais alors... Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'à l'époque, j'étais chez Business Objects, Mhm. super boîte française, franco-américaine, leader mondial dans le domaine de la data, ce qui est rare pour une boîte française. Ouais. J'avais un super job, je gagnais hyper bien ma vie. Et mes potes chez BO m'avaient dit mais t'es fou, t'as un super job, tu viens d'avoir 2 gamins, je venais d'acheter un appart et de faire un emprunt sur un appart. Et ils trouvaient que c'était hyper risqué. Et je comprenais pourquoi ils disaient ça. Mais alors déjà vis-à-vis de mes enfants, je voyais pas le problème. Parce qu'en fait, tu vois, tu verras quand tu auras des enfants, mais tu vas te rendre compte que en fait, les enfants, ils ont besoin d'amour et pas beaucoup plus, quoi. Tu vois, Ouais. un toit, des spaghettis dans une casserole et beaucoup d'amour. Mais en fait, c'est ça le truc. Ouais. Donc finalement, quand t'as des gamins qui sont petits, qui sont en bas âge, t'as pas de gros besoins encore. T'as juste la responsabilité des enfants, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est facile de s'occuper des enfants. Faut juste leur donner de la disponibilité, changer leur couche, se réveiller un peu la nuit. Et en soi, tu vois, c'est naturel, quoi, en fait. Oui. La preuve, on le voit chez les animaux, quoi. Ils vont pas à l'école et ils se démerdent très bien pour finalement pour gérer leur progéniture. Donc, si on est entrepreneur, éduquer ses enfants comme des animaux, c'est ça? C'est un raccourci, Jean-Corentin. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, j'avais cette vision du truc en me disant, bon, les enfants, en fait, c'est pas un sujet. Ouais. Et l'autre truc, c'est que je me disais, bah, de toute façon, si je me casse la gueule, je reclaque des doigts, j'ai 29 ans, je suis dans la force de l'âge et je retrouve un job. Ouais. Donc, au fond de moi, je savais très bien que le risque était assez minime. Mhm. Après, ce que j'ignorais, c'était la masse d'emmerde que t'avais quand tu montes une boîte, parce qu'en fait, tu déroules une pelote et c'est vachement bien, en fait. C'est-à-dire que tu connais pas la hauteur du sommet. Ouais. Donc, t'es en train de le gravir et puis tu te rends compte, merde, je suis pas arrivé en haut, tu mets quelques années à t'en rendre compte. Ouais. Alors ça, oui, c'est sûr que j'étais peut-être un peu candide, mais sinon, non, ça m'a pas. C'est vrai que ça m'a vraiment pas du tout été un frein. Parce que justement, du coup, ce que tu évoques, les autres freins à côté, c'est quoi? C'est en termes d'administration, toutes ces choses-là, ou plus la galère de devoir gérer des employés, de devoir gérer, je sais pas. Alors, au démarrage, les freins, j'en voyais pas tant que ça avant de me lancer, au moment où je l'ai fait. Après, c'est plus des freins. Après, en fait, c'est, si tu veux, ta capacité à supporter l'adversité. Mhm. Parce que on parle beaucoup de résilience, terme super à la mode. Ouais. Mais c'est pas si con en réalité, parce que c'est vrai que globalement, quand tu démarres une boîte, tu vas certainement avoir beaucoup plus d'emmerdes que ce que tu avais imaginé. Ouais. Les premières années, et puis beaucoup plus de facilité les années suivantes. Mhm. Au début, c'est très dur. Personne te fait confiance, c'est dur de recruter, etc., etc. Mhm. Et puis après, c'est l'inverse, quoi. En fait, quand tu capitalises sur l'existant, t'accélères plus vite que ce que tu avais pensé au départ. Ouais. Donc en fait, le truc il est là. Et si t'es parti sur un mauvais créneau et qu'en plus t'as du mal à supporter l'adversité, bah en général, t'arrêtes, quoi. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que il y a beaucoup de boîtes qui s'arrêtent après 2-3 ans. Ouais. C'est peut-être ce moment-là où il y a un gap à passer et où soit on le passe Ouais. et donc ensuite Ouais. c'est l'escalade, soit au contraire on redescend, quoi. T'as des gens qui sont vraiment très très forts, je trouve, qui vont passer 7, 8, 9 ans avec finalement aucun résultat. Mhm. Et ils continuent de se battre parce qu'ils ont une vision qui est très forte. Je crois que le fondateur de Blablacar, il a galéré pendant 9 ans, je crois, Ouais. avant d'arriver à trouver son modèle, tu vois, à force de pivoter. Et ça, c'est quand même une qualité absolument incroyable. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que si t'es pas un peu combatif et persévérant, il faut pas y aller, quoi. Il faut juste Oui. en fait se connaître. Bah, de toute façon, c'est une des
une des qualités nécessaires à tout entrepreneur. Il faut être un minimum persévérant, comme tu dis, avoir une vision, mais c'est aussi cette vision qui donne cette persévérance. Ouais, exactement. Si tu sais où tu vas. Ouais. Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'un entrepreneur doit être optimiste sur le long terme et pessimiste sur le court terme. Je sais pas si ça te parle ou pas. Si, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire garder la vision lointaine et pas se décourager parce que sur le long terme, ça va marcher. Ouais. Et pessimiste sur le court terme, c'est-à-dire minimiser les risques au quotidien et Alors c'est même pas ça, c'est de se dire là j'ai ça, mais ça peut se casser la gueule demain. Donc il faut que je solidifie ça. Il faut que je prévoie tout ce qui peut se passer de mal demain pour atteindre mon objectif lointain. Et je sais que si je sécurise maintenant, si je fais tout ce qu'il faut maintenant, si je me donne à fond maintenant, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va payer. Et en fait, dans 1 an, 3 ans, etc., se dire exactement la même chose. Demain, ça va se casser la gueule. Il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien aujourd'hui et demain, pour que après-demain, ça soit encore mieux. Et c'est une forme de mindset un peu compliqué. ouais. Et que j'essaye un peu de m'appliquer, de me dire, ok, là j'ai ce qu'il faut, là j'ai de l'avance, mais si ça se trouve dans 1 mois, je vais plus rien avoir. Ça va être la galère, donc il faut que même si j'ai ce qu'il faut là, j'ai un peu d'avance, il faut que je me bouge pour avoir plus. Ouais, mais ça, je pense que tu te le dis toujours quand t'es entrepreneur. Ouais. C'est qu'en fait, faut pas se reposer sur ses lauriers, même quand ça va très bien. Mais c'est un truc, on en revient un peu à la gestion du risque en fait. Ouais. Appréhender les risques, c'est savoir qu'en fait, ça peut se casser la gueule. Et si t'as pas ça, potentiellement, t'as plus de chances de te casser la gueule parce que t'anticipes pas les problèmes. Et en même temps, comme tu dis, avoir une vision optimiste du long terme parce que sinon t'avances pas. Oui, c'est ça. Je te propose de passer à l'interview inversée. Ok. Donc c'est toi qui vas me poser des questions. Je vais mettre un minuteur parce que sinon à chaque fois je suis pas le temps et je dépasse sur les 5 minutes. Ok. Donc je t'écoute. Eh bien écoute, première question Jean-Corentin. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le sujet de la prise de parole en public ? Qu'est-ce que au fond de toi en fait ça évoquait et pourquoi t'en as fait ton métier ? Alors je pense déjà qu'il faudrait que j'en parle avec un psy parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que tu te lances là-dedans. D'accord. Après j'étais un peu comme toi. J'avais un boulot très sécure, je bossais en politique. Ouais. J'ai été conseiller communication d'un président de département. Ensuite j'ai bossé à l'Assemblée nationale. La députée pour laquelle je bossais est devenue ministre. Elle m'a proposé de me recaser auprès d'un autre député et j'ai refusé. Alors que clairement, tous mes potes sortis d'école étaient bien moins payés que moi. Moi, j'étais très bien payé, ça allait très bien. Et au final, quasiment du jour au lendemain, je me retrouve au chômage avec l'envie de monter quelque chose. Et donc, je passe du mec le mieux payé de la bande au mec en galère qui propose qu'on fasse des soirées plutôt à la maison parce que ça coûte moins cher que dans les bars. Et puis la prise de parole, déjà par la politique, il y avait c'était aussi par attrait pour la parole. Ouais. J'avais monté des concours d'éloquence déjà quand j'étais étudiant, j'avais participé à des concours. Et je pense que il y a un truc de l'enfance, à mon avis. Je suis le dernier d'une famille de 4 enfants. Je pense qu'il y a une volonté de s'imposer dans la parole qui m'a, à mon avis, toujours travaillé, de réussir à prendre sa place par la prise de parole. Et puis aussi des choses que j'ai vues sur le fait de porter la parole. Je voulais être avocat quand j'étais plus jeune parce que j'aimais bien l'idée de porter la parole de quelqu'un, d'aider quelqu'un à se défendre parce que lui-même ne peut pas le faire. Et finalement, c'est un peu une des visions que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est pas moi qui porte la parole de l'autre, mais c'est que je l'aide à porter lui-même cette parole. Je pense que c'est un peu un tout, cette espèce d'ensemble-là qui m'a poussé vers ce métier-là. D'accord, ok. En tout cas, c'est intéressant de creuser ce point-là. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a sûrement une dimension psychologique, mais comme le comédien dont on peut se demander pourquoi il a envie d'être comédien, etc. Ouais. Ce qui est génial, c'est que j'entendais l'autre jour quelqu'un dire la parole, la langue française, c'est une gourmandise. C'est tellement vrai en fait, et du coup, ça s'exprime par la parole. Donc, ouais. Et alors, l'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros moment de solitude, c'est-à-dire de te dire vraiment, j'ai fait un énorme flop. Ah oui. Au cours d'une prise de parole. Ah oui, mais plein de fois. C'est vrai ? Oui. Plein de fois. Il y a, en fait, et je le dis tout le temps, je parle souvent du silence qui sert à laisser l'auditoire réagir. Ouais. Donc tu sors une vanne, tu t'attends à ce que l'auditoire rigole,
et il se passe rien. Ouais. Et je dis toujours, ce silence-là, il faut qu'il soit court parce qu'il faut laisser le temps à l'auditoire de réagir. Ouais. Mais il faut pas qu'il soit trop court. Ouais. Sinon, les gens, ce que j'appelle une Valérie Pécresse, c'est quand tu essayes de forcer la réaction, tu l'attends malgré tout. Ouais. Et là, c'est affreux. Là, ça devient un vrai moment de malaise pour tout le monde. Ceux qui connaissent pas, allez voir le meeting du Zénith, vous verrez ce que c'est qu'un silence raté. Mais c'est juste après comment tu réagis. Mais des flops, j'en ai fait plein, des moments où je pensais faire marrer les gens rigolent pas. Et je pense que la plupart des gens le savent pas. Après, j'en ai aussi fait un le jour de mon mariage, parce que des potes qui sont coachs en prise de parole m'ont fait croire qu'ils allaient prononcer un discours. Et donc ils ont parlé pendant 30 secondes pour me laisser 5 minutes de discours. J'étais idiot, j'aurais dû me dire, c'était sûr que quelqu'un allait faire ça, et j'ai rien préparé. D'accord. Et donc là, je ne sais toujours pas ce que j'ai dit, j'ai un espèce de blanc de ce qui s'est passé à ce moment-là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je crois que c'était pas dingue. D'accord. Voilà, mais ça arrive aux meilleurs, hein. Les meilleurs entrepreneurs ont Ouais. raté des boîtes, Ouais. les meilleurs orateurs ont raté des discours, les Ouais. meilleurs comédiens ont joué des mauvais rôles, ont mal joué, etc. Mm. Et en fait, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est juste pas s'arrêter sur l'échec. Ouais, je suis hyper d'accord avec toi. Parce qu'on a tendance, je pense, à se mettre de la pression par rapport à ça. Tu te rends compte, t'as beaucoup de gens connus qui font parfois des prises de parole médiocres. Oui. Ils s'en foutent, quoi. Ils Ouais. assument, on n'a pas besoin d'être toujours au top, quoi. Même François Hollande en rigole beaucoup. Ouais. Je trouve que finalement, ça devient une de ses forces d'avoir beaucoup d'humour sur tout ce sur quoi il était charrié Ouais. pendant son mandat. Aujourd'hui, Ouais. il en rigole tranquillement. Ouais, carrément. L'autodérision, grande qualité. Ouais, énorme qualité. Autre question, quel est le truc le plus fou que t'aies jamais fait? Le truc le plus fou que j'ai jamais fait, j'ai fait plein de trucs fous. Et pas forcément dans la prise de parole. Hein. Ouais. En prise de parole, je pense pas avoir fait des trucs si dingues que ça. Ouais. Le truc le plus fou, tu veux dire les trucs les plus dangereux ou les plus anodins, les plus... Alors, en fait, j'ai fait plein de trucs assez fous parce que ça a été compliqué pour mes parents pendant mes études. Ouais. J'ai fait plein de conneries. J'ai fait rien de très grave. Je suis jamais allé au commissariat. J'ai jamais eu ce genre de truc. Mais je faisais beaucoup de conneries. D'accord. Donc les trucs les plus fous, j'ai failli me battre avec un mec dans la rue. Enfin non, je me suis battu une autre fois d'ailleurs. Je me suis battu avec un mec dans la rue parce qu'il était en train d'agresser une nana. Sur un coup de tête, après une soirée, en rentrant de soirée à 3h du mat, j'ai fait Aix-en-Provence-Marseille à pied jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Paris-Chartres en 2 jours. J'étais plus capable de marcher pendant 3 jours après. Non, j'ai fait plein de trucs assez dingues. J'ai été DJ pendant quelques temps aussi. Ça, c'était assez marrant. J'aimais bien faire aussi les marchés, mais en tant que vendeur. C'est-à-dire qu'on arrivait avec des copains et on gueulait sur le marché, venait goûter les fromages, les trucs, et on choisissait un commerce sur le marché et on faisait les vendeurs pendant 1 heure, 2 heures. À la fin, on repartait avec 3-4 fromages chacun et on avait fait la com du mec pendant 1 heure. Pas mal de trucs comme ça. Excellent. Ouais, y a rien, y a pas un truc plus fou qui me sorte, d'accord. mais c'est plutôt plein de petits trucs, ouais. Ok. Je suis un peu plus calme maintenant, surtout depuis que je suis marié, mais Ok. encore que ça m'arrive de faire 2-3 conneries encore. On est arrivé au bout des 5 minutes. Ok. Je te propose Ça de passe passer vite. tout de suite. Ouais, ça passe très très vite. Je te propose de passer tout de suite à la carte blanche. Ouais. Donc un sujet, celui que tu veux et dont on va parler pendant du coup à peu près 5 minutes puisque tu dois partir après. Avant qu'on conclue. Non, je parlerais bien. Si on parlait d'argent, Ouais, si tu veux. ça te va? J'ai aucun problème à en parler. Ok. Alors moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu penses des gens comme Bernard Arnault, etc., qui sont devenus immensément riches et ma question c'est indirectement, si ça t'arrivait à toi, qu'est-ce que tu ferais de tout cet argent et quel est le sens de tout ça au fond? C'est pas une question politique sur la redistribution. Ouais, Je bien pense sûr. qu'on est dans un pays où on redistribue très bien, Ouais. beaucoup plus que les autres pays, Ouais, je suis assez la d'accord, moyenne ouais. des autres pays européens. Ouais. Quand tu gagnes du pognon, tu payes beaucoup d'impôts à tous les étages. Mm. C'est pas trop le point, c'est plutôt quand tu deviens très très riche. J'ai l'impression, j'avais été un peu choqué, tu vois, par le roadshow qu'avaient fait Bill Gates et Warren Buffett pour lever de l'argent auprès des milliardaires pour leur fondation. Et ils avaient fait le tour de la France et ils étaient revenus avec 0, quoi. Ah ouais, je savais pas du tout. Ouais. Et du coup, tu te dis, quel est le sens de tout ça, en fait? Et si ça t'arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Si demain, avec ta boîte, tu gagnes
300 millions d'euros, tu fais quoi? J'avoue que c'est une question que je me suis jamais posée. Parce que tu devrais te la poser, ça va t'arriver bientôt. J'espère, je croise les doigts pour devoir me la poser. Non, je pense que c'est un sujet. En fait, à mon avis, on peut se poser la question quasiment que quand on y est vraiment. Parce que, en fait, c'est au-delà de l'imaginable, je pense. Quand on se demande, on s'est posé la question, on a un jeu de couple avec ma femme où c'est des cartes qu'on a et on doit répondre à des questions. Et ensuite, on compare nos réponses. C'est assez marrant. Il y avait une carte sur si on gagne à l'euro-million, si on gagne 1 million d'euros, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le premier achat qu'on fait ou les 3 premières dépenses qu'on fait? Et c'est assez marrant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on répond à des besoins ou des envies qu'on a à notre niveau. Mais je pense que de toute façon, il reste énormément plus une fois qu'on a répondu aux besoins et aux envies qu'on a actuellement. Et donc, que faire de ce qu'il y a au-delà? J'avoue que je sais pas. C'est une question un peu compliquée. Là, tout de suite, j'ai envie de te dire, je donnerai beaucoup aux associations, je financerai énormément de choses, etc. En réalité, j'en sais rien parce que j'y suis pas. Donc là, oui, je vais te dire, c'est sûr que je le ferai. Comme ça, je me mets tout le bon sentiment du monde. Dans les faits, je pense qu'on c'est toujours compliqué. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je pense que c'est une question compliquée aussi parce que comme d'un côté, on est dans un pays où il y a beaucoup d'impositions. Celui qui a gagné beaucoup d'argent, il n'a pas forcément envie d'en redonner plus. Et donc, il se retrouve dans un truc où, comme tu dis, il va donner à des assos parce que c'est une bonne chose, c'est une bonne œuvre et puis ça permet de défiscaliser un peu. Mais je trouve quand même que, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis assez partisan de distribuer des BSPCE dans les entreprises, etc. Autant l'entrepreneur, il prend des risques. Du coup, il a un potentiel de gain qui est bien supérieur à celui qui est salarié. Autant je trouve que, en fait, quand le succès est énorme, comme on le voit avec les Elon Musk, etc., je trouve que le truc perd un peu de son sens. Et qu'il n'y a pas tellement de réponse à ça. En dehors de quelques initiatives comme celle dont je te parlais tout à l'heure. Mais du coup, en fait, je me demande s'il n'y a pas presque un flou juridique autour de ça pour accompagner des gens qui pourraient donner cet argent, enfin en tout cas s'en servir, sans que tu te retrouves à être imposé encore plus que tu l'as déjà été, quoi. Après, il y a eu le cas récemment avec Bernard Arnault je crois que c'est Bernard Arnault qui a fait un don au Resto du Cœur. Et qui au final a essuyé un nombre de critiques absolument dingues. Et je réfléchissais et je me disais, mais en même temps, en fait, quoi qu'il arrive, il va être critiqué. Si il ne donne pas, on va lui dire que c'est pas normal qu'il ne donne pas. Si il donne, il reçoit des critiques parce qu'il donne pas assez, ou parce que soi-disant il donne pour défiscaliser, ou pour faire de la communication. Et s'il donne sans en parler, on revient au cas initial, il reçoit des critiques parce qu'on sait pas qui donne et donc on critique parce qu'il donne pas assez. Et j'ai l'impression que de toute façon, celui qui a de l'argent, au-delà d'un certain niveau, va être critiqué sur l'aide qu'il apporte ou qu'il n'apporte pas à ce genre d'organisation. C'est assez probable. Mais pour ça, je te dis, je pense qu'il doit y avoir une boîte à inventer. Montons ça. Pour gérer ce problème-là. On va se lancer là-dedans. Parfait. Ok, deal. On va devoir conclure parce que t'as ton rendez-vous après. Déjà, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Écoute, merci, j'ai passé un super moment. C'était sympa et je trouve que le sujet de la parole est passionnant. J'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve qu'on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, l'information est très rapide, très hachée, très partielle. Et j'aime beaucoup écouter des podcasts parce qu'en fait, du coup, tu as le temps, en fait. T'es sur un temps long, quoi. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. J'aime bien ceux d'Alexandre Marche. J'écoute aussi Génération Do It Yourself. Je les trouve sympas. Donc merci, c'était un super moment. Et j'aime bien le sujet, tu vois, entre la prise de parole et la lecture. On est sur des sujets qui sont finalement un peu en perte de vitesse parce que le monde change super vite et pourtant qui sont une super grande source d'inspiration. Écoute, merci à toi surtout, moi aussi j'étais ravi d'échanger avec toi et puis surtout ce que j'ai bien aimé c'est de
de vraiment mélanger cette notion à la fois de prise de parole, d'entrepreneuriat, où je pense qu'il y a beaucoup de choses finalement qui se rejoignent. Moi, je parle souvent d'une entreprise au sens littéral du terme, au sens premier du terme, quand l'entreprise de passer un message. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup de corrélations en fait entre les deux. Donc j'ai beaucoup aimé pouvoir en discuter avec toi. Si on veut te retrouver, j'imagine que le mieux c'est peut-être d'aller voir le hibou, d'aller voir ton compte LinkedIn et le compte LinkedIn de le hibou. Ouais, exactement. Sur LinkedIn, en général, je réponds aux messages, pas toujours le jour même, mais je finis par répondre. Ça marche. Parfait. Merci Jean-Corentin. Merci à toi. Quant à vous, je vous invite à commenter ce podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en description. Si vous avez des idées d'invités pour les prochains épisodes, je vous invite à le faire aussi. Et puis, si vous voulez être sûr de louper les prochains épisodes, pensez bien à ne pas vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et ciao.